Que faisons-nous au quotidien pour accompagner les enfants de la rue? Comment est-ce que les centres de promotion sociale et les ONG, réunis sous le vocable CAPE, Centre d'accueil et de protection de l'enfant, protègent nos enfants? Qu'est-ce qu'un CAPE? Que font-ils dans nos communautés pour les enfants en situation difficile? Quelles difficultés rencontrent ces CAPE? Voilà autant de questions que nous allons aborder cette semaine sur votre émission Le Débat. Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue à vous. Comme invitée cette semaine, nous avons dans ce studio Madame Mylène Davy. Elle est psychologue de formation. Elle travaille à l'ONG Citoyens des rues Bénin. Madame Davy, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Hubert Akodou est le chef du centre de promotion sociale de Bégamé. Monsieur Akodou, bonjour à vous. Bonjour, madame. Les invités ainsi installés, la première question à monsieur Akodou. Qu'est-ce qu'un CAPE, un centre d'accueil de protection de l'enfant? Ok, merci beaucoup, madame. Avant, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez d'opiner sur la situation des enfants en général et sur les centres de protection, les centres d'accueil de protection de l'enfant. Ceci dit, je peux dire d'entrée de jeu que CAPE, comme vous l'avez défini, les centres d'accueil de protection de l'enfant sont en réalité des centres reconnus par l'État. C'est des centres qui sont reconnus par l'État et qui s'investissent en fait dans la protection, la prise en charge des enfants en situation difficile. Donc, c'est ce que je peux dire d'entrée. Et quelles sont les différentes sortes de CAPE qui existent? Oui, il y a beaucoup de sortes. Il y a plusieurs types de CAPE. Nous avons globalement les crèches-garderies, par exemple. Les crèches-garderies que nous voyons. Nous avons les art-garderies. Nous avons les centres résidentiels de long séjour. En plus des centres résidentiels de long séjour, nous avons aussi ce que nous appelons communément, ça c'est plus connu, c'est les orphelinats. Les orphelinats, les centres de transit aussi, et les centres mixtes, il y en a une multitude. D'accord. Je résume, il y a les crèches-garderies, les haltes-garderies, les centres résidentiels de long séjour. Vous pouvez mieux expliquer ça? Bon, à commencer peut-être par les orphelinats. D'accord. Oui, les orphelinats, c'est en fait des centres qui accueillent les enfants orphelins de père ou de mère ou bien des deux parents, généralement. Et ces centres-là aussi, à ce niveau-là, il y a encore plusieurs spécificités. Nous avons les orphelinats pour Pognon, par exemple, qui accueillent les enfants de 0 à 3 ans pour les bébés. Nous avons les orphelinats de la petite enfance. Ça, c'est les enfants de 3 jusqu'à 8 ans environ. Nous avons aussi les enfants, les orphelinats de l'adolescent. Ça, c'est de 12 à 17 ans, moins de 18 ans quand même. Donc, c'est dans le chapeau des orphelinats, c'est ce que nous pouvons retenir. Mais les crèches-garderies, ça, c'est strictement pour les tout petits. Tout le monde connaît les crèches-garderies. Les crèches, les hâtes-garderies. Les centres de transit. Les centres de transit, c'est des centres qui accueillent les enfants qui ont une situation pour une période donnée. Donc, les enfants de la rue, les enfants qui ont une situation spécifique pour une période de temps. Maintenant, il y a aussi les centres résidentiels de long séjour. C'est pareil. C'est des centres qui accueillent des enfants qui travaillent une situation qui nécessite de les placer quelque part pour une période aussi. Et ce que j'ai oublié d'ajouter à la définition de CAPE, c'est que ces centres-là s'occupent de la protection, de la garde de ces enfants-là, même pour une période. La caractéristique, c'est que c'est des centres qui sont reconnus par l'État. Ils sont dans le domaine de la protection. Et enfin, le travail qu'ils font là, c'est pour une période donnée. Donc, ce n'est pas à éternel. Ce n'est pas pour l'éternité. Pour l'éternité. Madame Davy, vous travaillez à l'ONG Citoyens des rues Bénin. On peut dire que c'est l'un des centres de transit. C'est un peu comme un centre de transit pour les enfants. Qu'est-ce qu'on fait à l'ONG Citoyens des rues Bénin? Je vous remercie pour l'invitation. L'ONG Citoyens des rues Bénin est une ONG membre de la Fédération Citoyenne des rues internationale. Elle a été créée depuis 2011 au Bénin. Et actuellement, il a un foyer qui se nomme le foyer Sonoyon 6 à Bégamé, non loin du carrefour Sona. On s'occupe des enfants de la tranche d'âge de 9 à 12 ans. Et c'est un milieu ouvert, comme on le dit, c'est un centre de transit, mais un milieu ouvert. Donc, on accueille uniquement les enfants durant la journée de 9 h à 18 h. D'accord, je récapitule.
vous avez un foyer dénommé Sonayon. Oui. Coïncidence pour coïncidence, c'est dans la même zone que Nous travaillons ensemble. Ah oui. Nous travaillons ensemble. Fallait me dire ça dans les coulisses. Non, c'est pour vous taquiner. Et donc, c'est un centre ouvert et c'est de 9h à 18h. Est-ce qu'il vous arrive, ou comment est-ce que vous arrivez à recueillir les enfants de la rue dans votre centre? Au départ, c'était une maraude que l'équipe faisait, mais actuellement, on fait beaucoup plus de bouche à bouche avec les enfants. C'est-à-dire, au départ, on avait fait d'une maraude, une sensibilisation pour motiver les enfants à venir dans le centre. Okay. Et les enfants actuellement présents, le soir, ils retournent dans la rue. Donc, ces enfants qui sont dans la rue, en voyant leurs camarades qui, durant la journée, se livrent à des activités, les sensibilisent, les motivent à revenir avec eux au foyer. Donc, c'est un peu ça le bouche à bouche. Permettez que j'insiste un peu avec vous. Ça veut dire que quand les enfants viennent vers vous, vous les protégez toute la journée. Oui. Et vous leur apprenez à faire quelque chose, c'est ça, par exemple? Nous avons plusieurs types d'activités. L'alphabétisation, les causeries, les sensibilisations, le rugby, et des jeux et des activités manuelles. J'ai entendu parler du rugby au Bénin il y a longtemps, on ne voit qu'à l'étranger. De toute façon, on se fera un plaisir de visiter votre centre de séjour parce que toute personne ou toute organisation qui s'évertue à protéger un enfant mérite qu'on l'accompagne. Parce que c'est un peu comme un sacerdoce. On n'est pas payé pour ça, mais on se dit qu'on a le droit de protéger un autre enfant pour que demain, il soit comme nous. Monsieur Akodou, vous protégez tous les enfants, vous êtes assistant social. Chez vous, comment est-ce que ça se passe au centre de promotion sociale? Vous arrive-t-il de référer des enfants vers le foyer Sonayon? Absolument. Je tiens, comme je l'ai dit, nous travaillons ensemble avec le foyer Sonayon. Avant de répondre à votre question, je vais peut-être dire que le centre de promotion sociale, comme vous le savez, c'est une structure déconcentrée du ministère en charge des Affaires sociales. Donc, c'est une structure étatique. Donc, nous répondons au niveau de notre aire géographique, de notre territoire de compétences, de tout ce qui concerne la protection de l'enfant. Donc, les ONG, les centres de transit, les KPI de façon générale, nous travaillons ensemble. Maintenant, est-ce qu'il nous arrive, la question c'est, est-ce qu'il nous arrive d'envoyer des enfants vers l'ONG? Déjà, comment est-ce que vous recueillez les enfants chez vous? Est-ce qu'on vous les amène? Est-ce que c'est vous-même qui les retrouvez dans la rue? Comment est-ce que ça se passe? Oui, bon, je dirais ça. Pour qu'on n'ait plus une idée erronée des centres de transit, des centres d'accueil. Ok. Non, en fait, le centre de promotion sociale, comme tout le monde le sait, c'est le centre qui s'occupe des questions d'enfants. Donc, quand il y a une situation, un enfant qu'on a retrouvé abandonné quelque part, le premier citoyen qui tombe là-dessus prend ça et court, c'est au centre social qu'ils amènent. D'accord. Il n'y a pas de jour. Normal? Très normal. Chaque jour, on dit, bon, peut-être un enfant de la rue, un enfant qui n'a pas retrouvé ses parents, donc comment on va faire? Il peut être âgé de 4 ans, 5 ans, on n'a pas les parents, on les amène au CPS. Et vous savez que le centre de promotion sociale, nous n'avons pas les infrastructures pour héberger les enfants. Donc le premier recours, peut-être à 18h, quand vous voulez fermer votre bureau, on amène un enfant, on dit qu'on n'a pas retrouvé, ou bien c'est une folle qui l'a laissé, donc une personne en déficient mental qui a laissé l'enfant, donc on ne sait pas, donc on vous amène. Voilà qu'on n'a pas un lieu d'hébergement. Notre recours immédiatement, c'est les KP, les structures qui nous accompagnent, pour dire, bon, l'essentiel, il y a les formalités, on fait, dit, bon, vous gardez l'enfant là en attendant que demain, on ne puisse continuer les recherches. Maintenant, il faut dire que le fait d'envoyer les enfants dans ces structures-là, c'est le dernier recours, parce que nous sommes en train d'expérimenter d'autres choses, ce n'est pas le truc de débat. Sinon, les KP, c'est peut-être le deuxième palier qu'il faut franchir. Allez-y, parce que nous sommes en train de faire une expérience actuellement avec d'autres structures que je ne voudrais pas peut-être nommer. L'expérience de la famille haute. Pourquoi vous ne voulez pas nommer? Bon, peut-être la Fondation Terre des Hommes. Oui, c'est des structures qui font le même travail. Qui font le même travail que nous. Donc, nous avons mis en place des familles hautes. C'est-à-dire des familles ordinaires, comme nos familles, qui gardent des enfants en situation. Donc, quand il y a des enfants, quand des enfants comme ça tombent sous la main, nous les envoyons d'abord vers les familles hautes. Et les familles hautes, qui acceptent ce travail-là. Oui, des familles qui ont été recrutées, formées par le ministère, ainsi de suite, qui ont appris à garder ces enfants-là. Donc, pour nous, c'est que le placement d'un enfant dans les institutions, c'est le dernier recours. Puisque les familles hautes, c'est des familles ordinaires. Et c'est des parents, c'est des pères, mères comme nous, qui ont aussi des enfants de cet âge-là, cette âge. Donc, ils gardent ces enfants-là. Mais au cas où cette opportunité-là, n'arrivons pas à la concrétiser, nous faisons maintenant recours au CAP. Vous n'arrivez pas à concrétiser cette demande-là parce qu'il manque de plus en plus de familles de Pas forcément qu'il manque, mais peut-être qu'il y en a qui ont leurs critères.
C'est-à-dire il y a des critères, chaque famille avec ses caractéristiques. Donc, les critères les plus... Oui, peut-être il y en a qui ne souhaitent pas prendre des enfants pas de sexe masculin, par exemple. Ainsi, disons, ils sont leurs spécificités. Donc, c'est toujours pour éviter d'autres problèmes. Pour éviter pour que l'enfant vienne encore semer d'autres choses dans la famille. Donc c'est ça. Si on arrive à chercher de l'autre côté, ça ne marche pas. Après la famille, on est obligé de l'envoyer dans une institution. Et je crois que les institutions avec lesquelles nous travaillons, ça se passe très bien. Madame David, si aujourd'hui je me lève et que je retrouve un enfant de la rue et que je vous l'amène à l'ONG Citoyen des rues Bénin ou dans votre foyer, quelle procédure cet enfant doit suivre? Un enfant qui vient premièrement, d'abord on va vous remercier, prendre votre identité, celui qui a amené l'enfant. Et également essayer maintenant de faire un entretien à cet enfant et prendre les informations nécessaires pour savoir d'où il a quitté, quelle tranche d'âge il a et qui sont ses réels parents. Et après cela, on peut maintenant se rapprocher du centre social ou d'autres partenaires qui nous aident pour la recherche familiale. Et en attendant, l'enfant séjournera chez nous durant la journée. Et on va continuer les sensibilisations des jours. D'accord. Je vais vous demander certainement pourquoi est-ce que j'ai posé la question. J'ai posé la question parce que je me dis que pour éviter des problèmes comme l'a rappelé M. Akodo, où il ne faut pas prendre des enfants dans la rue et créer d'autres problèmes. Quand je parle de problèmes, il y a les problèmes de santé. Vous êtes psychologue et je sais que tous les enfants dans cette situation n'arrivent toujours pas à s'ouvrir et à dire ce qu'ils ressentent à ce cas précis. Quand vous êtes confronté, par exemple, en tant que psychologue, à un enfant qui ne parle pas, qu'est-ce que vous faites? J'ai toujours été intriguée, c'est vrai que je ne vous demande pas de me faire un coup de psychologie, mais comment est-ce que vous amenez l'enfant à avoir confiance? Okay. Si l'enfant ne parle pas, il y a plusieurs manières. Il y a les jeux, il y a le dessin, il y a d'autres activités. Donc il faut d'abord laisser l'enfant lui-même se familiariser à l'ONG, à la structure, aux activités qu'on fait. Et petitement, ça va l'amener à faire comme les autres enfants qui sont présents. Est-ce qu'il arrive que les recherches familiales portent, que les enfants retrouvent leur famille? Oui. Oui, pour ça, je peux dire nous avons eu plusieurs cas où les recherches familiales portent. De la même manière où nous avons des cas où les recherches familiales portent, mais les parents ne sont pas disposés à recevoir ou à accueillir. D'accord. Là, vous m'intriguez. Qu'est-ce qui peut pousser un enfant, Madame David, à ne pas vouloir recevoir un enfant qu'il a lui-même mis au monde? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les raisons que les parents donnent souvent ou quelles sont les raisons que les enfants donnent pour quitter leur famille? Il y a plusieurs types de raisons. Je vais commencer par les enfants. Il y a plusieurs types de raisons que les enfants donnent. Ils peuvent quitter par maltraitance. Ils peuvent quitter parce qu'ils ont été placés. Ils peuvent quitter parce qu'ils ont été abandonnés. C'est une tierce personne de l'entourage qui s'en occupe et la famille ne s'en préoccupe pas. Maintenant, par rapport aux parents, il y a d'abord les conditions économiques. Il y a aussi la séparation des parents. Donc, il y a un problème de garde, c'est moi qui vais garder. Et si ce problème familial n'est pas résolu, il y aura une difficulté à l'enfant de trouver une famille saine. Donc, la femme décide de fuguer. Wow. Non, j'ai posé la question et j'ai eu des réponses et je suis choquée en tant que mère et en tant que parent. Et je me rends compte que sans le vouloir, on blesse nos enfants. Mais quand tu reconnais que tu as des difficultés en tant que parent et qu'on te donne la possibilité, une seconde chance ou une nouvelle chance de pouvoir retrouver cette vie familiale avec ton enfant, M. Akodo, vous êtes assistant social, qu'est-ce qui pourrait amener un enfant à dire « je n'en veux plus » ? Le parent peut-être. Oui, je parle du parent. Oui, le parent a dit « je ne veux plus de cet enfant ». Je ne veux plus. Oui, Madame David a déjà brossé un peu les raisons. Et il y a une raison, nous sommes en Afrique et nous sommes chez nous, nous savons, il y a des enfants qui se retrouvent dans cette situation-là, peut-être par rapport à certains comportements des parents. Je donne l'exemple d'un enfant qui a été victime d'une relation incestueuse. Le papa est autre, donc on prend le papa, on le dépose derrière les verrous. Quelqu'un, il fait son temps, il fait tout, et peut-être il revient, il dit, mais cet enfant-là, il dit, je ne veux plus jamais le revoir. Donc, quel que soit l'état, lui, c'est-à-dire, comme on le dit vulgairement dans notre langue, quoi. C'est-à-dire, il n'est plus son enfant, déni total. Vous voyez? Donc, il y a des situations comme ça, où, d'une manière, peut-être, à cause de l'enfant, le parent se retrouve en prison. Pas forcément ça, hein. Il y a d'autres, et quel que soit... Non, mais dans le cas que vous soulevez,
Si un parent ne veut pas se retrouver dans des difficultés à cause d'un enfant, pourquoi ne pas être un exemple pour son enfant? Ça veut dire qu'il y a un problème psychologique qui ne va pas chez ce parent-là. Parce que moi, ici, maintenant, je ne voudrais jamais que mes enfants se retrouvent mal à l'aise à l'école parce que j'ai eu de mauvais comportements en tant que journaliste devant une caméra. Non, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir. Oui, oui, je voudrais ajouter quelque chose. Oui, je voudrais ajouter quelque chose. C'est pour dire aussi que les parents, au fait, vous savez, elle a évoqué les conditions économiques et tout. Moi, je trouve que ce n'est pas une argumentaire. Justement, ce que je nous, on a tous vécu dans des familles pauvres et on s'est toujours démerdé pour ne pas devenir n'importe quoi. Moi, je pense que c'est une fuite de responsabilité. Je m'excuse, mais c'est plus fort que moi. Justement, c'est là que je voudrais en venir aussi. C'est une fuite de responsabilité. Vous ne pouvez pas mettre un enfant, si vous n'êtes pas capable de mettre un enfant, au moins vous prenez la disposition et vous ne faites pas un enfant. Mais non, parce que moi, je suis un peu sévère quand il s'agit, parce qu'on dit souvent que l'enfant est le père de l'homme. Et si l'enfant est le père de l'homme, ça veut dire que l'enfant prend exemple sur ce que sa famille, ses parents font. Le cas d'une séparation des parents, par exemple, je peux encore comprendre, parce que souvent en Afrique, c'est toujours tiraillé. Les parents de l'homme disent c'est nous qui allons garder. Les parents de la femme disent non, c'est nous qui allons garder parce qu'on ne l'a jamais vu, il n'a jamais rien fait pour les enfants. Dans ce cas, je comprends qu'un enfant puisse tirailler de peur de ne pas savoir chez qui rester, puisse fuir. Ça, je comprendrais en tant que, si je me retrouve dans mon rôle, en tant qu'assistant social et en tant que psychologue. Maintenant, placer un enfant parce qu'on a des conditions économiques difficiles, je ne sais pas. Est-ce que, bon, dans les cas où les parents acceptent malgré les conditions difficiles, les conditions économiques, comment est-ce que vous arrivez à les convaincre de reprendre leur enfant, Madame Davy? Il faut d'abord expliquer la situation de l'enfant. Et après ça, établir une relation avec le parent petitement pour comprendre les conditions dans lesquelles l'enfant a quitté. Et expliquer plusieurs fois aux parents de comprendre, de se mettre un peu à la place de l'enfant pour voir le ressenti de cet enfant-là. Et avec les entretiens, quelques parents arrivent à comprendre et se mettre à la place de leur enfant. Mais il y a d'autres, non. Donc, il y en a qui ont envie de se débarrasser de leur enfant et qui en profitent, quoi. Qui en profitent. Je suis sévère, chers internautes. Et ils disent souvent que l'État est là, donc comme ils n'ont pas les moyens, il faut que l'État prenne le relais. Carrément. Oui. Non, je vais, si vous le permettez, oui, par rapport à ce point-là, je voudrais dire que, c'est-à-dire, il y a des jours où nous venons au bureau, peut-être vous recevez un usager, un client ou usager chez nous, qui vient pour vous dire, un citoyen, qui vient dire que, bon, lui, sans social, il est venu, bon, on le reçoit dans toutes les conditions, on dit, bon, votre problème, il dit, la première phrase, c'est que vraiment que lui, il a 7 à 8 enfants, donc il est venu avec les trois là, les trois avec... Attendez, je vais... Il a 7 enfants, mais il est venu avec les trois là, les trois avec qui il est venu là. Il est venu remettre ça à l'État pour que l'État puisse l'aider à les garder. Parce que lui, les 4 autres là, c'est malgré lui qu'ils sont en train d'aller à l'école que vraiment il n'a plus les moyens. Que les 3 là, c'est pour que l'État n'a qu'à l'aider. Vous voyez des questions que nos compatriotes posent, c'est un peu difficile. Donc pour revenir à la question, vous avez demandé comment est-ce que les parents arrivent à les convaincre. Non, si on arrive à leur dire, ils acceptent, mais c'est tout un travail que nous faisons d'abord. D'abord, une fois que l'enfant se retrouve dans un CAP, il faudra, la recherche doit commencer. Et le CAP en question, les agents du centre et le centre de promotion sociale travaillent souvent dans la main dans la main. Donc, et puis bon, on voit, on essaie de faire un peu l'historique, tout pour voir comment, là où l'enfant, et on fait plusieurs recherches. Il se pourrait que l'enfant ne soit pas à Cotonou pour notre cas. Si un enfant peut se retrouver peut-être au foyer sur un avion, et que l'enfant puisse, on a eu des cas, peut être du Nord et autres, bien de l'Ouest quelque part. Donc, le premier travail, il faudra se mettre en contact avec le centre de promotion sociale territorialement compétent. Si c'est par exemple, si c'est dans l'OME, le CPS de Porto-Novo, bien, il y a un CPS dans la zone forcément, puisqu'il y en a dans chaque commune. Bien sûr. Vous voyez, donc là, et le travail se fait, puisqu'elle ne peut pas quitter son bureau tous les jours et aller là-bas pour voir les parents. Non. Donc ce travail-là, sur la base d'une enquête sociale rédigée, on envoie et le collègue, l'assistant social de là-bas, lui, fait ce travail. Il va voir les familles. Et chaque fois, il nous fait le retour pour dire, bon, je les ai vus aujourd'hui, hein, voilà, d'abord, quand il va dire, bon, on a retrouvé votre enfant, il se retrouve dans telle structure et il est sous l'État en train de regarder, mais on est en train de prendre des démarches pour que l'enfant puisse revenir, ainsi de suite. Donc, il voit petitement avec les parents et ce n'est pas un travail qui se fait en un jour. Mais maintenant, nous faisons ce travail-là en lien avec, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, parce qu'il faudra avoir un projet de vie pour l'enfant. L'enfant, peut-être qu'il était scolarisé et pour une raison ou une autre, l'enfant a abandonné. Donc, c'est-à-dire, avant de faire la réintégration, c'est le mot consacré, avant de faire la réintégration, il faut
que toutes les conditions soient réunies pour que le projet de vie, le plan d'action, le projet de vie de l'enfant soit déterminé. S'il quitte le CAPE, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Bien sûr. Il ne s'agira pas simplement d'aller le déposer dans sa famille d'origine. Non. Il créer encore d'autres problèmes. D'autres problèmes. Donc, on est sûr, et dans sur ce chantier-là, beaucoup de structures nous accompagnent. Maintenant, si supposons que c'est l'enfant qui doit être mis encore à l'école, ou soit l'enfant va apprendre un métier. Dans ce cadre-là, on a des structures qui peuvent nous accompagner pour dire, bon, nous, on prend en charge les frais de contrat. Vous voyez? Et on fait toutes les démarches là. Et le jour de la réintégration, on y va avec tout ça. On dit, prenez les dispositions en même temps. Si c'est quel métier l'enfant veut apprendre, on discute en même temps. Et puis, on va déjà avec les ressources pour pouvoir au moins démarrer. Si juste on arrive à payer les frais de contrat pour l'exemple que je suis en train de donner là, je crois que manger, la nourriture, les parents pourront s'en charger. Maintenant, c'est quand on vient déposer sans rien là, c'est ça, c'est en ce moment que c'est un peu difficile. Donc, pour me résumer un peu, c'est pour dire que l'une des conditions, ce qui revient surtout là, c'est la pauvreté, ils disent. Mais la pauvreté n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Donc, il faudra travailler sur en tout cas, les comportements. Hein. Oui, c'est ça que nous faisons pour que chacun puisse vraiment prendre ses responsabilités. Et je crois que c'est à ça que nous attelons toujours. C'est à ça que vous vous attelez au quotidien, que ce soit le public que le privé, et ce n'est pas chose facile. Madame Davy, quel est l'accompagnement de l'État dans votre structure? L'accompagnement de l'État, je peux dire, l'État vient souvent pour faire des supervisions. Et s'il y a des cas urgents que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à gérer, nous faisons recours à l'État pour cela. Et aussi, en même temps, l'État vient en quelque sorte pour les recherches familiales, comme M. Hubert vient de le dire tout à l'heure. Pour les recherches familiales, on s'appuie beaucoup plus sur eux avant que nous-mêmes nous ne le fassions quelquefois. En quoi constitue votre travail de supervision, monsieur Akode? Oh non, nous sommes des confrères, nous sommes des collègues. Non, je sais qu'on est tous des confrères. Ouais, bon. Je veux juste comprendre. Oui, en fait, c'est pas si demain je décide de créer un CAPE, que je sache à quoi m'en tenir. Oui, si vous êtes sur mon territoire, là, vous aurez chaud. Ok, c'est pour dire simplement que non, nous travaillons pas en supervision. Moi, j'aime pas le mot. Quand on dit supervision, c'est comme si déjà il y a un rapport. Non, en fait, nous venons en tant que service public pour les accompagner. C'est ça. Maintenant, pour revenir au rôle de l'État, c'est pour dire que c'est l'État qui trace la ligne. C'est l'État qui donne les normes, les dispositions à prendre. Donc, le premier rôle de l'État, c'est d'abord d'autoriser le centre. Parce qu'il ne s'agit pas d'ouvrir seulement un centre pour l'ouvrir. C'est l'autorisation ou c'est agrément? C'est l'autorisation. C'est l'autorisation agrément. Je ne sais pas si c'est... Non, parce que dans d'autres structures, il faut d'abord l'autorisation, après c'est l'agrément, je ne sais pas si c'est le cas. Bon, en fait, c'est pour dire qu'avant l'ouverture de tout CAPE, on doit forcément avoir l'autorisation, l'aval du ministère des Affaires sociales. D'accord. Et il faut constituer un dossier. Il faut constituer un dossier. C'est ça. Après cela, ça veut dire que si votre dossier en arrive, si les autorités passent ça au peigne fin et voient que c'est bon, là, on vous donne le papier qui certifie votre autorisation d'ouverture. Et là, vous pouvez brandir ça à tous les niveaux. Maintenant, après ça, l'État aussi vient pour voir, parce que la personne vous a donné son agrément pour dire exercer. L'État a un droit de regard aussi sur ce qui se fait. Donc, c'est dans ce cadre-là que les cadres du centre de promotion sociale descendent périodiquement. Périodiquement, là, c'est combien de temps? Normalement, ça doit être mensuel. Mais anormalement? Mais bon, mensuellement, mais trimestriellement, on le fait. Trimestriellement. Chaque trimestre, par rapport aux moyens. Par rapport aux moyens. Chaque trimestre, vous devez recevoir un centre de promotion sociale dans votre CAPE pour voir un peu. Souvent, on vient avec une fiche et puis on voit les conditions. Les enfants, on pose quelques questions. Et puis, si c'est le moment aussi pour les responsables de CAPE aussi de nous faire part de leurs difficultés. Puisque l'État ne sera pas toujours un gendarme pour venir voir, mais il faut que l'État aussi contribue. Il faut que l'État appuie aussi ces structures-là, puisque c'est des structures qui sont en train d'accompagner l'État. Puisque la protection de l'enfant est éminemment du ressort de l'État. Donc c'est un peu ça. C'est pas si vous le permettez, on va dire, puisque récemment, Madame le ministre des Affaires sociales nous a mandaté pour faire un travail impressionnant dans tout le Bénin. C'est-à-dire d'avoir ce travail nous a permis d'avoir la photographie des CAPE, des centres de protection. J'aime pas trop le texte technique, de savoir combien de centres d'accueil. Oui, le répertoire des centres. Parce que vous savez, c'est un peu délicat. Les uns, c'est-à-dire, il y en a qui ouvrent
mais sans respecter le minimum de règles. C'est-à-dire, ils font quoi? C'est-à-dire, vous pouvez avoir une chambre salon et c'est déjà capé, vous prenez les enfants, vous dites que bon, vous n'avez pas les moyens, vous appelez la presse pour qu'on voit un film. Donc, ouais, c'est difficile. Donc, il doit avoir des normes. J'ai l'habitude de donner l'exemple de l'enseignement. Pour ouvrir une école, par exemple, même si c'est maternelle ou primaire, vous devez avoir l'autorisation du ministère de l'enseignement, maternelle et primaire. Vous ne pouvez pas ouvrir, vous allez présenter les enfants où? C'est ce qui ne est pas le cas à Cotonou. Moi, je suis le chef du centre de promotion sociale de Bégamin. Je couvre 11e, 12e et 13e arrondissement de la ville de Cotonou. C'est beaucoup. Mais j'ai plus de 40 capés sur mon territoire. Waouh. Et sur les 40 là, à peine une dizaine ont l'autorisation. Que l'État fait malheur ceux qui ne travaillent pas. Et justement, c'est le travail que Madame le ministre nous a confié. Et on a fait le répertoire de tout. Donc, on a un répertoire. Malheureusement, ceux qui sont dans l'illégalité ne se sont pas fait enregistrer dans le temps là. C'est encore mieux. Et le répertoire est déjà sorti. Et bientôt, je crois que les services compétents vont commencer par faire le travail. C'est mieux, parce qu'il ne faut pas qu'ils salissent le travail des personnes qui font bien. Le paysage. Parce qu'il y en a qui font un travail impressionnant. Je suis d'accord. Mais d'autres, franchement, bon, je ne veux pas employer des termes ici. C'est un peu ça. Maintenant, vous savez, les orphelinats et autres. Si on peut tirer dessus quelqu'un et la personne va se réveiller. Oui, les orphelinats, il y a les orphelinats et autres qui font un travail, les centres de transit et autres, c'est quand même très bien. Maintenant, là où on ne s'entend pas toujours, là, c'est les crèches, les garderies et autres, puisque c'est payant. Vous voyez, vous êtes fonctionnaire, vous avez un bébé. Je confirme. Vous ne pouvez pas... C'est pas gratuit. C'est pas gratuit, madame. Vous ne pouvez pas prendre, vous êtes institutrice, je donne un exemple, vous ne pouvez pas mettre votre enfant au dos et aller garder la clé à l'école, le directeur va se fâcher. Votre enfant, vous déposez l'enfant dans une garderie. Ou dans une autre garderie. Et c'est payant, madame. Oh, nous payons. Vous confirmez très bien. Donc, et c'est ça qui pullule dans la ville de Cotonou. Il y a plus de garderies et qui ne respectent pas les normes. Vous prenez de l'argent, je ne veux pas donner des chiffres ici, ils prennent de l'argent et au moins se mettre en règle vis-à-vis des lois de la République, ils ne le font pas. Et c'est ça qui, vraiment, lors de nos supervisions... Vous parlez de quelles règles? Non, les règles, c'est quoi? C'est-à-dire constituer le dossier, et le dossier, les pièces sont là. Peut-être si vous le permettez, on va revenir sur les pièces. Non, allez-y en même temps. Vous constituez le dossier, vous déposez le dossier au ministère des Affaires sociales ou bien au centre de promotion sociale territorialement compétent, qui l'envoie par voie hiérarchique. Et de l'autre côté, le travail est fait dans quelques... Ils ont peur de quoi, selon vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Puisqu'ils ne respectent pas les normes. Puisque quand vous allez fournir les pièces en témoignent. Moi, j'en ai fait l'expérience, pas longtemps, mais j'ai regretté. C'est ça. Donc, les pièces en témoignent, si vous arrivez... C'était pas bien. C'était pas bien du tout. C'est ça. Je le regrette. C'est vrai que c'est des institutions qui auraient pu aider les parents qui travaillent dans les grandes villes. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas déjà perdre du temps, de l'énergie et des revenus à une entreprise en étant déjà en grossesse et maintenant redemander qu'on vous comprenne quand vous faites un enfant et traîner l'enfant partout. Vous-même, fonctionnaire, vous n'êtes pas à l'aise pour faire votre travail. Malheureusement, c'est comme je dis souvent, dans nos têtes, l'argent parle plus que le cœur. Et c'est dommage. Madame David, vous êtes psychologue, vous occupez des enfants au quotidien, des enfants que vous ne connaissez pas, qui viennent d'horizons divers. Vous essayez de leur donner de l'amour. Est-ce que quelqu'un, c'est l'autre question qui me taraude l'esprit, si on n'a pas reçu de l'amour, est-ce qu'on pourrait en donner? Si un enfant aujourd'hui est délaissé par ses parents, comment est-ce qu'il sera demain dans la société pour le psychologue que vous êtes? Merci. Pour cette question, j'aurais à dire que le parent, même s'il n'a pas l'amour, il peut apprendre à donner l'amour à son enfant. C'est vrai que c'est un travail qui n'est pas facile, mais il faut que le parent lui-même, en lui, soit conscient du fait qu'il n'a pas reçu cet amour-là. Et là, le travail pourra se faire. Si le parent lui-même reste renfermé, il ne pourra pas réellement apporter un soutien à l'enfant. Non, je pose la question parce que j'en connais qui disent quand moi j'étais enfant, quand moi j'étais... Pas bébé, parce que bébé, on ne se rappelle pas toujours de tout. Quand moi j'étais enfant, je n'ai jamais eu le soutien de mes parents. Je me suis débrouillée, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Et je conçois mal déjà qu'un enfant ne puisse pas se prendre en charge. Et le pire, ce n'est pas ça. Le pire, c'est que cette personne, quand c'est des femmes et qu'elles arrivent à avoir des bébés, même allaiter l'enfant est un problème pour eux. Et donc je me dis, si cette relation-là ne l'est pas, comment est-ce que l'enfant la réagirait demain? Je profite en fait de votre expertise de psychologue pour comprendre. Demain, cet enfant se sentira un peu isolé. Mais en même temps, ça dépend du type de trait de personnalité que l'enfant a en lui. Donc l'enfant peut en même temps... tirer profit de cela pour faire des choses bien, c'est ça? Oui.
Mais si l'enfant est un peu autre chose, il pourra faire pire que ça. Il pourra faire pire que ça. Et en même temps, ce que je voulais dire, c'était que l'enfant, il pourra montrer l'affection qu'il n'a pas reçue. Lui, en retour, il pourrait donner cette affection-là. Et durant, à son entourage, on sentira que cet enfant a des traits, soit il s'accole trop au sexe féminin ou soit il s'accole trop au sexe masculin. Donc on verra des traits qui montrent que cet enfant a de l'affection, a quelque chose qu'il est en train de faire ressentir, de partager. Il marque son passage partout. Non, je pose la question en fait parce que avec les spécialistes comme vous, on arrive à comprendre certaines choses qui se passent dans la vie. C'est un peu comme ces parents qui disent « Moi, je n'ai pas eu la chance d'en avoir. Il faut que mes enfants aient tout. » Et ça a deux revers. Soit l'enfant devient, excusez du peu, un délinquant, soit l'enfant prend conscience et devient un homme ou une femme meilleure. C'est pourquoi je pose la question. Donc, tout cela, c'est une question de responsabilité des parents. Non, je pense que je vais faire une émission sur la responsabilité des parents. Oui, M. Akodo. Oui, si vous le permettez. Bon, par rapport à ça, moi, je voudrais juste dire sur ce point-là qu'il faudrait pas, c'est-à-dire, il faut éviter les deux extrémités. C'est-à-dire il faut rester au moins dans la... Il ne faut pas trop donner, il ne faut pas donner peu non plus. Peu non plus. Parce que, comme vous l'avez dit, au cas où c'est trop, vous voyez, les conséquences sont là. Maintenant, au cas où ça manque trop, l'enfant ne pourra pas évoluer non plus. Donc, il faut vraiment être dans la modération, le juste milieu pour ne pas montrer. Parce que d'autres parents le disent, hein, quand moi j'allais à l'école, je marchais, mais lui... moi aussi, je dis ça. C'est ça. En notre temps, on ne nous donnait même pas le pays de déjeuner. Toi, on te donne 200 aujourd'hui, tu trouves que ce n'est pas beaucoup. Viens ici, non, ce n'est pas ça. Les réalités sont différentes. Les réalités sont différentes. Ce qui s'est passé en 1970, ce n'est pas ça qui se passe en 2017. Que les enfants d'aujourd'hui vous rappellent ça rapidement. Hein. Justement, donc il faut le juste milieu, que les parents, mais la solution à tout ça, c'est la responsabilité des parents, comme vous l'avez dit. Donc, la responsabilité. Pour être parent, on ne saute pas. Être parent, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire c'est un chemin. Et les psychologues sont mieux placés pour vous dire on se prépare. Donc, ce n'est pas au détour d'une grossesse, tu deviens papa. Ça, là, tu ne pourras rien assumer. Donc, ça se prépare sur des années. Et là, vous êtes un père de famille, une mère de famille responsable. Mais si c'est un coup de truc là, rapidement, et vous tombez dedans là, ça ne se passe pas. Avant de vous adresser cette question, Madame Davy, quand c'est des jeunes filles qui ont été dans des difficultés et qui passent par votre centre, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Puisque demain, elles seront des mères de famille. C'est vrai. Avec les jeunes filles que nous avons eues... Les jeunes hommes, hein. Oui, bon, les deux, mais bon, comme vous avez abordé les jeunes filles... Non, je m'inquiète plus pour les filles que pour les hommes. Oui, elles sont souvent plus livrées à la prostitution. Donc, si elles prennent goût à cela, sincèrement, elles ont du mal à le laisser. Est-ce qu'il arrive que vous sortiez des femmes de ce carcan-là? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Il faut d'abord que la fille elle-même ait l'envie. Et avec le milieu ouvert, le travail serait un peu difficile. Si c'est dans un milieu fermé, ce sera plus facile parce qu'on aura l'œil sur elle, on va contrôler ses pas, on saura qu'elle ne se livrera plus à cela la nuit et on connaît tout son programme de la journée. Mais dans un centre comme le nôtre, qui est un milieu ouvert, c'est vraiment difficile. Un peu comme dans les autres centres qui font le même travail que vous, qui recueillent les enfants et qui leur apprennent plus tard à faire des métiers. On a le temps de les sensibiliser, de les éduquer à ça. Mais de plus en plus, Monsieur Akodo, je vois des centres de promotion sociale se mettre dans des rôles de sensibilisation sur des sujets cruciaux comme le mariage des enfants, les violences faites aux femmes et aux filles. Est-ce que ce n'est pas une manière de sensibiliser en amont pour éviter que demain vous ne recueilliez des personnes qui sont dans des difficultés de ce genre-là? Justement, les centres de promotion sociale... C'est une approche que moi j'ai commencé par apprécier. Je me dis, je ne savais pas que le centre de promotion et les ONG comme vous pouviez vous mettre dans cet exercice-là. Merci madame, bon, merci de l'avoir. Comme vous avez compris, ça veut dire que ce que nous faisons là, ça a commencé par être visible. Moi je vous encourage. Parce qu'avant, on ne le faisait pas assez, c'est à cause des dotations budgétaires, on n'avait pas de ressources. Mais maintenant qu'on a commencé par avoir quelques... Donc, on a commencé. Le rôle éminemment, c'est la prévention. On ne sera pas là toujours à gérer les cas, les problèmes. Les problèmes après. C'est-à-dire le travail premier, le premier travail du centre de promotion sociale, d'abord, c'est la prévention des risques sociaux. C'est-à-dire qu'il faut prévenir. Ce n'est pas quand on ne veut même pas en gérer. C'est-à-dire si on a les moyens, on devrait prévenir pour que 100% de nos compatriotes sachent que ce qu'il ne faut pas faire. Que les gens ne viennent pas vous dire l'État est là pour s'en occuper pour nous. C'est ça. Donc c'est la prévention. Et ça passe par les différentes sensibilisations que nous faisons. Et cette année, on en a fait beaucoup. Hein, Continuez, ne soyez pas fatigués.
Moi, je vous encourage. Si vous avez besoin de notre aide, dites-nous, on viendra vous accompagner. Parce que bon, il y a... vous savez, notre pays s'est doté du Code des personnes, de la famille depuis 2004. Mais récemment, nous avons un test éminemment qui protège l'enfant, qui est le Code de l'enfant. Bien sûr. 2015. Vous voyez, il y a des dispositions qui sont là-dedans qui ne sont pas connues par nos compatriotes. Comme l'autre. Par exemple? Non, je vais simplement parler de l'enregistrement des naissances. Ah oui. Vous savez que même à Cotonou ici, les gens ne savent pas la différence entre, comment on appelle, fiche de naissance et l'acte de naissance. Vous voyez ça? Et on peut aller loin pour parler de la scolarisation des enfants. Le Code actuellement a rendu obligatoire la scolarisation. Ça veut dire que si vous êtes enfant en République du Bénin et vous êtes en âge d'aller à l'école, on vous voit à la maison, on doit interpeller vos parents. Ce n'est pas normal. Mais les parents ne le savent pas. Vous voyez dans les ateliers tout à l'heure, même si votre moto a un souci, là, c'est un enfant de 4 ans qui va vulgarisateur pour vous aider. Vous voyez, ce n'est pas normal. Donc, il y a beaucoup de... Nous sommes champions dans la production des tests, mais nous, quand même, on fait l'effort de vulgariser. Et la vulgarisation, ce n'est pas toujours en français, la langue des Blancs que nous parlons là. Il faut aller dans chaque langue nationale pour que nos mamans, nos grandes-mères qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école puissent comprendre chacun dans son coin, si c'est en Bariba, en Fond, en Mina et autres, savoir de quoi il s'agit, puisque la loi, enfin, n'est pas réservée pour une catégorie donnée. Une fois que c'est promulgué, ça s'impose à tous. Oui, Madame David, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, par rapport à la vulgarisation toujours du Code de l'enfant, notre ONG fait partie d'un réseau qui s'appelle Respect. Donc, nous menons des activités également pour ça. Donc, il y a une activité récemment qui a été menée au marché d'Antokpa avec... Parce que là-bas, on trouve beaucoup plus les enfants qui sont livrés à toutes sortes d'activités. Et à toutes sortes de difficultés. Voilà. Donc, il y a une activité qui a été menée là. Mais les jours à venir, nous aurons à mener un peu des activités dans des collèges et d'autres endroits. Pour toujours sensibiliser et prévenir les risques. Madame David, quelles sont les difficultés essentielles que vous rencontrez à l'ONG et Citoyens des rues Bénin, notamment dans votre foyer? Par rapport à ces difficultés, ce que je voulais dire, c'est que nous avons une difficulté de mobilisation de ressources. Les partenaires ne répondent pas. Et des fois, nous avons le retour des autres ONG qui sont en collaboration avec nous. C'est beaucoup plus eux qui nous soutiennent dans nos difficultés. On se soutient entre nous, si je peux pas. Oui, il y a cette solidarité entre vous. Et c'est plus la mobilisation des ressources. Pardon, vous parlez de quelles ressources? Ressources financières, ressources matérielles, ressources matérielles roulants, humains. Quelles sont, il faut spécifier. Parce que l'objectif aussi, c'est que les autorités puissent pouvoir voir et pas éventuellement s'il y a d'autres partenaires qui veulent bien investir et qui nous suivent puisque nous sommes sur Internet, que ces personnes puissent se rapprocher pour pouvoir vous accompagner. Automatiquement, quand on va chez un partenaire, on explique nos difficultés, on est localisé directement sur les ressources financières. Alors que ce n'est pas forcément ça. Alors que ce n'est pas forcément ça. Nous accueillons les enfants viennent, ils ont un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Donc, il y en a même que vous habillez, que vous revêtez, et les loisirs, ça coûte. Ça coûte. Donc, comme ressources, on reçoit tout. On n'attend pas que le financier, on reçoit tout. Que ce soit des vivres, des dons matériels, humains, même humains. Pourquoi je dis humain? Parce que nous avons des bénévoles qui viennent faire des activités avec les enfants, les apprendre à faire du savon liquide, les apprendre à réaliser un petit tableau. Pour pouvoir être autonome. Voilà. Oui, monsieur Akonou, difficultés? Oui, les difficultés, bon, peut-être avant d'aborder les... Au-delà des CPS que vous gérez, puisque vous faites des missions de supervision. Bon, vous avez dit que vous n'avez pas le thème là, nous faisons l'accompagnement. Des missions d'encadrement. Oui, encadrement. Merci. Voilà, des missions d'encadrement. J'apprécie. Quelles sont les difficultés que vous remarquez? Oui, dans cette mission-là, non, les difficultés, comme elle a dit, on voit que c'est des centres qui ont vraiment l'amour, la volonté d'accompagner les enfants. Ça, franchement, il faut le témoin. Je tiens à rendre un hommage au foyer Sonayon. On a beaucoup travaillé ensemble. Bon, et aux autres? Et aux autres aussi. Qu'on ne peut pas citer. Maintenant, c'est les ressources, comme on dit. Et comme vous le savez, il faut toujours tabler sur l'appui de l'État aussi. L'appui de l'État, c'est-à-dire l'État, ce n'est pas forcément l'argent qu'on va vous donner en espèces. L'État, c'est nous tous. C'est nous tous, justement. Donc, c'est-à-dire il faut avoir la caution de l'État, c'est important. Oui. Et peut-être voir aussi au niveau des partenaires techniques et financiers, même les partenaires étrangers, pour vous accompagner. Donc, c'est les ressources, c'est ça, les ressources. Et ensuite, bon, on avait eu quelques difficultés
par rapport à la compréhension, comment leur faire comprendre la nécessité de ces missions-là. Mais il y en a, je crois que généralement, ça va maintenant. Non, de toute façon, je pense que quand quelqu'un ne veut pas rester dans le domaine, il faut l'évacuer, il faut donner la place à d'autres. Non, moi, je suis comme ça. Parce que ça ne sert à rien de donner des autorisations à des structures qui ne font véritablement pas le travail, alors que d'autres s'échinent au quotidien en énergie, en tout, pour faire le travail. Donc, il faut laisser la place et vider le terrain pour d'autres prendre. Donc, s'il y a lieu de fermer, si tu as l'état de fermer. C'est ça. Donc, globalement, je crois que c'est une question de... Il y a les ressources humaines aussi qui manquent. Humaines. Pas forcément, elles sont en train de... Il y a d'autres centres où vous voyez que la personne ouvre le CAPE maintenant. J'ai l'habitude de dire que le CAPE, ce n'est pas une société. Franchement, excusez-moi, moi, je vais mettre frontal. J'ai l'habitude de dire que les CAPE ne sont pas des sociétés. Si vous voulez vous faire de l'argent, allez au port ou bien allez ouvrir une société. C'est du social. C'est du social. Donc, vous voyez des gens, ils s'échinent, et là, je ne parle même pas au centre de transit ou autre. Il y en a qui s'échinent, j'ai ouvert garderie maintenant, les enfants, ils ne viennent pas. Non, encore comme ça que garderie, là, c'est pour prendre de l'argent. On dit que c'est ça que tu vas faire. Non, c'est pas ce que tu vas faire. Si tu veux trouver de l'argent, non, je pense que le Béninois aime investir dans des structures qui leur apportent de l'argent. Et protéger un enfant, ça ne rapporte pas. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il faudra leur dire. Non, ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute, justement. Donc, si vous optez pour l'ouverture d'un CAPE, ce n'est pas pour faire pour vous enrichir. C'est pour aider. Vous avez l'amour. C'est un peu comme le monde qu'on donne aux mendiants dans la rue, c'est tout. Mais quand vous, au retour, les services publics viennent, vous leur dites que vraiment que vous n'avez pas les moyens, comment vous allez faire maintenant, les matelas des enfants. C'est là. L'État peut vous aider. Ce que l'État veut venir faire pour voir si vous êtes dans de meilleures conditions. C'est ça. Ils en profitent en même temps. C'est un chapitre de difficulté. C'est ça, ils ne commencent pas à vous dire. On n'a pas les enfants, ceux qui vont manger maintenant. Non, ce n'est pas ça. Si l'enfant va manger, vous devez penser à ça. Puisque ce n'est pas une société. C'est que vous êtes ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas. Donc c'est ça qu'il faut mettre dans la tête de nos compatriotes. C'est ça. Donc franchement, les trucs de moyens, on les encourage. On les encourage. Donc quand je récapitule, c'est que les difficultés sont d'ordre matériel et technique. Et technique parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui deviennent psychologues comme madame, sociologues, et encore un autre nom. Bon, les éducateurs spécialisés. Voilà, donc ils finissent leurs études, ils sortent, mais ils se disent, il faut que je me trouve un emploi qui va me rapporter de l'argent. Alors qu'en amont, le métier que vous avez appris peut vous donner de l'argent, mais d'abord, il faut vous investir. À moins que je me trompe, hein, madame. C'est ça, hein? C'est ça, c'est un peu comme mon métier, il faut bavarder longtemps. Oui, madame, s'il vous plaît, si vous me permettez, par rapport à ce point-là, toujours, je voudrais dire que, c'est-à-dire, l'une des difficultés que nous rencontrons, c'est le personnel qui travaille dans ces structures-là. C'est le personnel. Pour encadrer les enfants, par exemple, on a besoin de psychologues, on a besoin d'assistants sociaux, ainsi de suite. Mais vous allez dans des structures où il n'y a même pas photo. C'est-à-dire, peut-être la promotrice même, peut-être, appelle-la le BPC et c'est elle qui fait tout. Elle veut toujours. Elle va au village ramener ses soeurs qui n'ont... Et vous voyez, c'est eux qui vont encadrer. Donc, pour encadrer des enfants souffrants, souffrez que je vous dise qu'il faut avoir le minimum. Je suis d'accord avec vous. Mais elle est psychologue, elle sait. Quand l'enfant fait un dessin, elle sait déjà ce que ça veut dire. En tout cas, moi, je ne peux même pas jouer son rôle. Vous voyez, maintenant, c'est l'occasion aussi de sensibiliser nos compatriotes que ce n'est pas quand j'ouvre un CAPE, j'irai au village ou bien prendre mes belles soeurs pour venir travailler dedans. Vous allez dans des CAPE où les noms de famille, c'est pratiquement les mêmes choses et des gens qui n'ont pas le niveau. Oui, mais si c'était même des mêmes personnes, d'une même famille et qui avaient l'expertise, c'est ça. Ce serait donc il y a ce problème-là que le personnel même, la qualité du personnel qui travaille dans cette structure-là, vraiment c'est déplorable. Donc désormais, il faut au-delà de la mobilisation des ressources techniques, matérielles et financières, il faut également que les ressources humaines soient bien formées et qu'ils aient l'expertise pour pouvoir accompagner les enfants. Et j'ai une autre question, c'est vrai que le Béninois que nous sommes et les Fréquins que nous sommes, nous ne savons pas toujours qu'il faut accompagner notre prochain. Est-ce qu'il arrive, Madame Davy, que des personnes de bonne volonté viennent et vous accompagnent? Oui, il arrive que des personnes de bonne volonté. De bonne foi. Oui, de bonne foi viennent nous accompagner. Ils le font souvent en vivre. En vivre. Oui. Donc il y en a qui le font. Oui. En fait, je pose la question pour que nos internautes puissent savoir que si on mange 3 repas et qu'il en reste et qu'on jette, on peut faire de l'économie et aller donner à un centre d'accueil, à un orphelinat ou à un centre de transit pour pouvoir aider des personnes à pouvoir donner à manger à des enfants. Parce que je pense même que tout au début de l'émission, vous aviez parlé de ces enfants qui vont sensibiliser leur père. Et donc, je suis revenue à cette préoccupation parce que je sais qu'un enfant qui est heureux dans un centre
demande à ce qu'un de ses autres collègues de rue vienne dans ce centre-là. Et à force de leur parler, le message finit par porter à un moment ou à un autre, ces enfants décident de dire « je sors de la rue, je ne serai plus un enfant de la rue ». Et ils demandent même de l'aide pour qu'on les aide à savoir faire de petits métiers. Oui. Je ne me trompe pas, hein? Oui, l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle. Ça vous arrive aussi? Oui, oui. Parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Parce que donner tous les besoins à un enfant de la rue, un enfant en situation difficile, manger, dormir, se vertir, c'est très compliqué. Mais si vous arrivez au moins dans un centre à donner à cet enfant ne serait-ce qu'un repas par jour, alors que dans la rue, il n'en a pas, je veux même faire référence à cette enquête du ministère du Travail par rapport aux enfants qui travaillent dans les marchés. Ou dans le documentaire, on a vu qu'il y a des enfants qui ont même dit qu'ils travaillent toute la journée et qu'en dormant la nuit, des bandits viennent les braquer, les dépouillent de tout, déchirent même l'habit qu'ils ont sur le corps et le matin, ils reviennent à zéro. Alors que je me dis, un enfant qui travaille toute la journée, qui connaît quelqu'un, par exemple, dans un cas, peut dire « aide-moi à garder mes économies parce que demain, je vais apprendre un métier ou demain, je veux faire telle chose avec ça. » Ça arrive, madame? Oui, ça arrive. Et nous avons des enfants même qui, actuellement, on les sensibilise. Pour ceux qui dorment encore dans la rue, on les sensibilise à se rapprocher des dames qui ont des cabines et qui font des tontines, ou soit nous-mêmes, nous les aidons. Si nous avons la parole. Les week-ends, par exemple, nous ouvrons du lundi au vendredi. Bien sûr, le week-end, vous n'êtes pas là. Voilà, nous ne sommes pas là. Donc, au moins, les petits sous qu'ils trouvent le week-end, ils essaient de confier à quelqu'un. Et ils sont souvent dépouillés, c'est entre eux. Genre, je travaille avec, vous m'excusez, non, nous sommes tous deux enfants de rue, on travaille ensemble, j'ai beaucoup eu plus que vous durant la journée. Donc, le soir, en me jalousant, vous venez, vous déchirez ma poche, vous prenez tout, vous me videz. Non, dans mon sommeil, nous dormons ensemble au même endroit. Donc, la nuit, vous venez me dépouiller de tout ce que j'ai. Et en même temps, le matin, vous êtes la première personne. Voilà. Ça, tous les étoiles. Non, ça c'est l'homme. Vous êtes la première personne. Ça va tous les blagues. Ça c'est l'homme. Il y a de ça qui arrive. Et on pleure tous ensemble. On pleure tous ensemble. Vous dites que c'est le béninois. Ça ne vous n'avez pas vous-même en collègue d'avoir des difficultés. L'autre dit, je n'en ai pas, il vous raconte tellement de choses que vous-même, la prochaine fois, vous ne vous rapprochez même plus de lui. Donc, vous accompagnez ces enfants également dans l'insertion. Si on vous demandait aujourd'hui, Madame Davy, de changer de métier, vous le feriez? Pourquoi? Non, je ne changerai pas. Parce que j'aime ce que je fais. Et déjà, parce que au départ, je ne pensais pas faire la psychologie, mais je pensais faire un truc social. Mais bon, comme j'ai fait la psychologie, je me disais, ça aide, ça contribue toujours dans le social. Et c'est comme ça, je me suis dit, bon. Vous êtes porté votre prochain depuis toujours et vous avez trouvé votre chemin. Et vous, monsieur l'assistant social? Oui, si, il m'était demandé... De changer de métier. De changer de métier. Non, je m'y plais bien, en fait. Pas de l'argent dedans. Non, il n'y a pas de l'argent dedans, mais le fait de soulager nos compatriotes, bon, on est utile, même si on est utile, et je crois que c'est ce qui est important. Et si désormais vous devriez rendre plus performantes vos actions, de quoi auriez-vous besoin? David d'abord et après M. Akodo. Je préfère laisser vous lui laissez la main d'abord, M. Akodo. Oui, dans nos actions en tant que... En tant qu'assistant social, en tant que psychologue, en tant que personne s'occupant de la protection de l'enfant. Oui, j'aurais souhaité que vraiment la place, assistant social, c'est ce qui me concerne, que les autorités de notre pays, en tout cas, pensent vraiment à la situation des assistants sociaux, en fait. C'est-à-dire la misère. Puisque nous, tout ce qui se passe là, c'est nous qui récoltons. Un assistant social, s'il vous raconte sa journée, ce n'est pas possible. Tout ce qui ne va pas là, le jour, j'ai l'habitude de dire que si le jour l'assistant social va parler, le pays va s'exploser. C'est-à-dire, si chacun... moi donc. Non, il y a peut-être vous. C'est-à-dire, non, si les difficultés qu'il y a dans chaque ménage, on fait la somme de ces difficultés-là et on vient se poser. Et si vous en parlez toute une journée avec une seule famille? Franchement. Donc, vraiment, la misère, il y a vraiment des problèmes. Donc, qu'on nous reconnaisse, le travail, il faut qu'on ait aussi les moyens pour faire le travail. Pour faire le moyen. Au-delà de la volonté, il faut les moyens. Il faut les moyens. Un enfant qui est en situation placée quelque part, il faudrait faire les suivis. Il faut aller une fois dans les maisons. Donc, il a les ressources, les moyens. Donc, c'est ça. Et puis, bon, la volonté, il y a déjà, je crois que s'il y a les moyens, on ajoute ça à la volonté, je crois qu'on pourra faire l'essentiel. D'accord. Madame David? Moi, je dirais la reconnaissance parce que je vais dire...
les Béninois, nous ne reconnaissons pas encore la place du psychologue dans notre société. Donc, j'ai beaucoup d'aînés dans le domaine et qui peuvent aider. Mais quand même, parce qu'ils ne sont pas soit dans le domaine social et ils veulent aider directement les familles, ils sont directement leur cabinet, on ne reconnaît pas la place du psychologue pour directement venir à cela. Donc c'est cela la difficulté que je trouve qu'il y a dans mon secteur. Et les hôpitaux aussi, le psychologue peut être un peu partout, que ce soit les hôpitaux, les entreprises, les écoles, un établissement a besoin d'un psychologue. Il faut réellement qu'on cherche et qu'on sache qu'un psychologue a une place dans toute entreprise. C'est important. Maintenant, monsieur Akodo, on va rappeler rapidement les procédures pour ouvrir un centre d'accueil. Ok, merci bien. Donc, pour ouvrir un CAP, le premier geste à faire, il faudra se rapprocher du centre de promotion sociale de sa localité. Et comme je l'ai dit à l'entame du débat, il y en a dans toutes les communes. Au Bénin, actuellement, nous avons 85 CPS répartis sur tout le territoire. À raison d'une part commune, et à Cotonou, nous en avons 6. À Porte-Novo, nous avons 3. À Parakou, nous avons 2. Si vous faites la somme plus les 1 des autres communes, ça fait les 85. Donc, si vous avez le désir, la philanthropie, l'amour d'aider les personnes, les enfants, vous vous adressez au CPS, vous dites bon, et le CPS va vous donner maintenant les pièces à fournir pour obtenir l'autorisation du ministère des Affaires sociales. Et les pièces, c'est entre autres, il y a quelques pièces, une bonne dizaine de pièces à fournir. Donc, comme le temps est suffisamment parti, on peut aller. Ok, donc parmi les pièces, nous avons une demande adressée à Madame le ministre en charge des Affaires sociales, qui demande d'ouverture, d'autorisation d'ouverture. En plus de ça, nous avons une lettre, un certificat de, comment je vais dire ça, un certificat, un CV, un curriculum vitae du promoteur, la personne qui veut l'ouvrir. Parce qu'il faudra faire la différence entre le promoteur et le directeur ou la directrice. Bien sûr. Très bien. Donc, le promoteur donne son CV, il donne un casier judiciaire qui prouve que c'est quelqu'un qui, quand même, un certificat de nationalité. Idem pour la personne qui dirige, idem pour le directeur, les 3 pièces là. Ensuite, il faut faire un plan architectural de votre domaine. Il ne s'agira pas d'aller construire dans un bas-fond pour mettre les enfants dedans, non. Donc, le plan architectural et tout ce que vous avez prévu. Il vous faut 3 lettres de recommandation des personnes influentes, des personnes influentes qui sont dans le domaine, ça peut être des gens de santé, ainsi de suite, qui prouvent que vraiment vous avez les moyens, la carrure pour faire ce travail-là. Il vous faut un engagement bien signé, légalisé, à respecter les normes et standards de protection de l'enfant en République du Bénin. Puisqu'il y a une norme, il y a un décret présidentiel qui est pris et qui fixe les normes et les standards en matière de CAP en République du Bénin. Il faudra faire un engagement pour respecter ça. Il faut faire un engagement pour transmettre périodiquement ces rapports d'activité. C'est ça aussi qu'on ne s'entend pas avec les CAP. C'est-à-dire, vous êtes CAP, vous avez obtenu l'agrément, il faut que trimestriellement ou bien mensuellement, si vous faites vos rapports d'activité, vous transmettez ça au centre de promotion sociale pour que le centre de promotion sociale puisse faire le retour à sa hiérarchie. C'est ça. Mais on ne trouve pas souvent ça. De toute façon, c'est une longue procédure. Il y a une longue procédure. Et il y a une pièce qui est importante là, que je voudrais, c'est pas tout, mais je vais aborder rapidement le rapport d'enquête sociale. Parce que toutes les pièces là, CV, tout ce qu'on a dit là, vous amenez, mais il faut que le chef, ça là, c'est pas, on n'envoie pas n'importe qui, il faut que le premier responsable du centre de promotion sociale aille faire ce qu'on appelle enquête sociale. Une enquête sociale motivée à la fin, pour dire que en tant que structure périphérique du ministère, je dis à madame, je suggère à madame le ministre d'autoriser ça. Et son rapport pèse plus de 50% dans l'acceptation de votre dossier. Donc, il fait le rapport d'enquête sociale, il joint à tout ça, relié en 2 exemplaires que nous transmettons. Une fois qu'on transmet, ça atterrit, le dossier doit être déposé au centre de promotion sociale et lui transmet par voie hiérarchique. Une fois que ça atterrit au cabinet de madame le ministre, c'est affecté à une commission. Il y a une commission qui s'occupe de l'autorisation des dossiers là. Et la commission se réunit 2 fois l'an. Premier semestre et deuxième semestre. Et la commission statue, la commission est composée des cadres du ministère de l'Affaires sociales, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, Enseignement et autres. Et ils statuent sur ça. Et quand la commission finit son travail, il dépose son rapport à madame le ministre. Oui, mais la procédure est tellement longue. Oui, très longue. Oui, c'est presque fini. Non, vous déposez seulement au centre social, c'est fini, vous êtes tranquille. Et ça suit le circuit. Donc maintenant, une fois que la commission finit de faire son travail, il propose, il dit tel dossier
Bon, et Madame le ministre prend l'arrêté maintenant, et si vous avez votre arrêté, c'est tout. Maintenant, il peut arriver que votre dossier ne passe pas. Excusez-moi, il peut arriver que votre dossier ne remplisse pas tout. On va vous envoyer encore une lettre pour dire il manque telle pièce, veuillez compléter. On ne vous retrouve pas tout le tout. D'accord. Merci, Madame. Merci infiniment d'être venue, Madame Hélène Davy. Ne vous découragez surtout pas, la reconnaissance viendra. De toute façon, nous qui sommes très loin de vous, nous savons que vous méritez cette reconnaissance-là en tant que spécialiste en charge de protection de l'enfant. Mesdames et messieurs, votre émission est à sa fin. Sachez que les spécialistes de protection de l'enfant ont l'amour, la volonté de faire leur métier, leur travail au quotidien, raison pour laquelle ils donnent leur expertise au centre d'accueil de transit et ils protègent nos enfants. Et ces centres de transit et d'accueil ont besoin de ressources techniques, de ressources humaines, de ressources financières et bien d'autres ressources. Mais pour les accompagner, les populations, les citoyens n'ont qu'un seul geste à faire des dons. Ne pas se dire que ce n'est que l'affaire de l'État. Non, l'État c'est vous et nous, l'État c'est nous tous. Et quant aux parents, j'ai ce message fort. Vous devez prendre en compte vos responsabilités. On ne met pas un enfant au monde quand on n'est pas capable de s'en occuper. Et maintenant, quand les difficultés surviennent, quand les conditions de vie économique viennent et que vous avez des difficultés, le plus important pour l'enfant, ce n'est pas ce que vous lui donnez à manger, ce n'est pas les riches habits que vous l'aidez à porter, c'est l'amour que vous lui donnez. Et l'amour, ça n'a pas de prix. Et donc, faites l'effort d'aimer vos enfants et quelles que soient les situations, ayez toujours en tête que votre enfant vous le revaudra demain. Protéger un enfant, c'est très, très important. C'est la fin de votre émission, Le Débat. Mon amour maternel ne va pas prendre le dessus. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. De toute façon, nous allons faire une série d'émissions pour la protection de nos enfants et des enfants qui sont en situation difficile. Je vous remercie. Je remercie l'équipe technique qui m'a accompagnée, qui me fait des... Ils ont raison, ils jouent leur rôle. On va se retrouver avec le même plaisir très prochainement. Merci.